Donc, bonjour. On va discuter de la vaccination contre la COVID-19 dans le contexte de la grossesse. Alors, je suis Chantal Sauvageau, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, principalement à l'Institut national de santé publique du Québec, puis également à la direction régionale de santé publique de la capitale nationale ici à Québec. Je suis également professeure à l'Université Laval, chercheur dans le domaine de la vaccination au Centre de recherche du CHU de Québec, puis je suis un membre actif du Comité sur l'immunisation du Québec. Je voulais souligner la contribution de deux collègues à l'INSPQ, donc Gisèle Trudeau qui avait grandement collaboré à la première version de cette présentation NARI-là et Geneviève Boilly pour la présente mise à jour. Je voulais aussi vous signifier que je n'ai pas de lien ou de conflit à déclarer en lien avec des compagnies qui développent des vaccins. Les objectifs, les grands objectifs dans le fond de cette présentation-là, c'est que les professionnels de la santé soient en mesure de répondre aux questions sur la vaccination contre la COVID-19 chez la femme enceinte, celle qui allaite, puis celle qui désire devenir enceinte. Le plan de la présentation, après avoir remis à jour l'épidémiologie, le fardeau de la COVID-19 chez la femme enceinte, on va regarder les données disponibles, il y en a plus maintenant, sur la vaccination contre la COVID-19 dans le contexte de la grossesse. Les différentes recommandations et leur évolution par rapport à ce qui a été émis comme avis du Comité sur l'immunisation du Québec. Quelques points à discuter avec une femme enceinte qui veut en savoir un peu plus avant de prendre la décision d'être vaccinée ou pas. Puis quelques outils supplémentaires pour ceux qui voudraient davantage d'informations. Alors, un peu d'historique, parce que ça explique un peu aussi, je crois, certains questionnements qui peuvent rester sur, mais est-ce que c'est une bonne chose de vacciner contre la COVID les femmes enceintes? Et ça peut s'expliquer, ce questionnement-là, parce qu'au début de la pandémie, on avait à la fois très peu de données sur la vaccination dans le contexte de la grossesse, mais aussi les premières données sur le fardeau de la maladie dans ce groupe particulier-là ne montraient pas que les femmes enceintes étaient particulièrement à risque de faire des formes sévères ou d'être hospitalisées suite à l'infection du SRAS-CoV-2 ou après avoir fait la COVID-19. Et donc, au départ, la première recommandation de notre comité sur l'immunisation du Québec avait une recommandation, disons, douce. La vaccination peut être offerte aux femmes enceintes, particulièrement celles qui ont des facteurs de risque, et je vais y revenir plus loin de quels on parle, ou celles qui ont une exposition plus élevée que d'autres, comme les travailleurs de la santé. Puis après, il y a eu de plus en plus d'études qui ont montré que le fait uniquement d'être enceinte, sans avoir nécessairement des facteurs de risque supplémentaires pour faire des formes graves de la COVID-19, augmentait la probabilité d'être hospitalisé ou d'avoir des complications de cette infection-là. Et donc, la recommandation a évolué parce qu'encore à ce moment-là, on avait peu de données spécifiques sur la vaccination chez les femmes enceintes, mais c'est devenu devrait être offerte aux femmes enceintes. Et là, clairement, le fardeau s'est confirmé comme étant plus grave chez les femmes enceintes. On va le voir en détail juste après. Puis, on a eu davantage de données aussi sur la réponse immunitaire, la sécurité de la vaccination chez les femmes enceintes. Et là, depuis septembre dernier, la vaccination doit être recommandée chez la femme enceinte ou celle qui allaite. Donc, regardons qu'est-ce qu'on sait sur le fardeau de la COVID-19 chez la femme enceinte. Donc, le plus souvent, ce sont des jeunes futures mamans. Donc, comme la plupart des adultes de ce groupe d'âge-là, la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui malheureusement sont infectées par ce virus vont avoir des symptômes légers ou modérés, voire asymptomatiques. On a certains enjeux au niveau de la bonne description du portrait de la COVID-19 chez les femmes enceintes, puisque ce ne sont pas toujours les prélèvements ne sont pas toujours faits de façon systématique à chaque moment de la grossesse. On a bien sûr de façon systématique un dépistage fait juste avant l'accouchement, mais c'est moins le cas dans les premiers trimestres. Ce qui fait aussi qu'on voit qu'il y a plus d'infections au deuxième et au troisième trimestre, mais il pourrait y avoir un certain biais lié au fait que dans les premiers mois, premier trimestre, on ne recherche pas de façon systématique la présence de l'infection. La présentation sévère de l'infection est quand même malheureusement présente entre 6 à 21% selon les différentes études. Et quand on parle de présentation sévère, c'est des difficultés respiratoires, de la diminution de l'oxygène dans le sang, une détresse respiratoire progressive,
Et on voit ces présentations sévères-là davantage plus tardivement dans la grossesse. Donc, plus on avance dans la grossesse, plus la proportion de celles qui sont infectées et finissent par faire une forme sévère, malheureusement, est plus grande. Puis, ça pourrait être un peu plus sévère là, avec le variant Delta. Pas encore de données à ce niveau-là avec le Omicron. Tout à l'heure, je parlais de certaines femmes enceintes qui ont déjà un risque à la base, bien c'est le cas. Ça augmente encore plus la probabilité, malheureusement, de faire des formes sévères. S'il y a déjà une présence d'obésité, un âge de 35 ans ou plus, et certaines comorbidités qui sont aussi réputées pour être à risque de faire des formes sévères de la COVID, même si on n'est pas enceinte, donc entre autres l'hypertension artérielle puis le diabète. On a différents groupes de comparaison pour essayer de comprendre si vraiment le fait d'être enceinte augmente le risque. Donc, une première comparaison avec une femme infectée du même groupe d'âge, mais qui n'est pas enceinte. Et là, on voit qu'il y a un risque accru d'hospitalisation, de se retrouver aux soins intensifs, d'avoir besoin d'une ventilation mécanique d'oxygène qui nous est donnée par appareil. Et malheureusement, ça reste rare, mais il y a quand même des décès démontrés et plus fréquemment, malheureusement, là, lorsque la femme enceinte est infectée en comparaison à des femmes non enceintes du même groupe d'âge. Le parcours est généralement plus favorable, donc moins de complications pour celles qui font dans la phase aiguë une infection asymptomatique ou une présentation légère ou modérée. Maintenant, en comparaison à un autre groupe de femmes enceintes, mais qui n'a pas la COVID. Même chose, on voit des complications qui se retrouvent plus fréquemment chez celle qui a la COVID comparativement à celle qui n'a pas fait la COVID au cours de sa grossesse. Donc, plus de risque de prééclampsie et éclampsie, plus de thrombose, plus d'admission aux soins intensifs, de mortalité maternelle, de césarienne et d'accouchement prématuré. Ici aussi, dans ces comparaisons-là et les études qui sont disponibles maintenant, comme vous voyez en grand nombre au bas de la diapo, le risque est surtout présent lorsque la présentation initiale est sévère. C'est rapidement, la femme a une grande fatigue, une dyspnée, une toux, ces complications-là sont plus fréquentes. Par contre, on a aussi quelques données qui nous montrent que même si à l'infection aiguë, l'infection était asymptomatique, finalement, dans les semaines qui suivent, le risque d'avoir une prééclampsie est plus élevé chez les femmes enceintes qui avaient eu la COVID comparativement à celles qui ne l'avaient pas eu. Ça, c'était du côté de la maman. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des complications néonatales? Est-ce qu'on a aussi certaines complications qui sont vues plus fréquemment? Malheureusement, oui. Donc, davantage de bébés qui ont un faible poids à la naissance, plus de bébés qui vont en unité néonatale, plus de morti-naissance, même si ça reste rare. Et même chose, c'est davantage vu ces complications-là lorsque la présentation de la COVID chez la maman était sévère là, avec des symptômes importants là, au moment de l'infection. Le risque de morti-naissance semblait encore plus accru avec la présence du variant Delta. La bonne nouvelle, c'est que la transmission verticale, donc de la maman directement à son bébé, reste très rare. Puis, il ne semble pas y avoir de risque accru de complications dans le futur pour le nouveau-né. Donc, il y a certains événements lors de la naissance ou rapidement après, mais ça ne semble pas être associé, là, cette COVID-19 à des complications pour le bébé plus tard, une fois que la première phase est passée. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'allaitement maternel, il y a eu des études là-dessus, n'est pas associé à un risque accru d'infection. Au contraire, on va le voir tout à l'heure en lien avec la vaccination, qu'il peut y avoir des gains à ce niveau-là aussi, au niveau des anticorps qui peuvent être transmis. Quelques données plus près de chez nous. Donc, il y a une surveillance canadienne de la COVID-19 pendant la grossesse. Et donc, un rapport a été rendu public en juin 2021. Donc, c'est certain qu'on recule un petit peu dans le temps, mais si on regarde entre mars 2020 et mars 2021, on avait un taux un peu plus bas d'infection chez les femmes enceintes. En comparaison, par exemple, à des femmes du même groupe d'âge dans la population générale. Et la principale hypothèse était que les femmes enceintes peut-être se gardaient un peu d'avoir beaucoup de contacts et donc se rendaient moins à risque d'être en contact avec le virus et donc d'être infectées. Par contre, pour celles qui devenaient malheureusement infectées, on voit que les hospitalisations étaient plus fréquentes, incluant l'admission aux soins intensifs que des femmes du même groupe d'âge, mais non enceintes, comme on a vu dans la littérature plus internationale qu'on a vu juste avant.
Il y avait aussi des naissances prématurées, de l'admission aux soins intensifs néonataux, puis un taux de mortinaissance plus élevé, presque du double là, en comparaison à la population non, non enceinte, mais non infectée. Encore plus près, donc ici au Québec, il y a une analyse là, qui est préliminaire, qui a été faite par des collègues à l'Institut national de santé publique du Québec, qui ne sont pas encore publiés, qui a évalué dans le fond entre juin 2020 et avril 2021, en regardant l'ensemble des accouchements qui avaient eu lieu dans les hôpitaux du Québec. Donc, ils ont pu répertorier 32 000 accouchements environ. Et en regardant les caractéristiques au niveau des hospitalisations et des complications, ils voyaient que malheureusement, celles qui avaient eu une infection par le SRAS-CoV-2 avaient, comme dans la littérature internationale et canadienne, plus d'admissions aux soins intensifs et de thrombose, plus de césariennes, surtout si l'infection était dans les 10 jours précédant l'accouchement, davantage de naissances prématurées, même chose, surtout si l'infection est juste avant l'accouchement, puis que la mortalité maternelle demeurait rare, mais il n'atteignait pas le seuil statistique, mais semblait plus augmenté malheureusement dans ce groupe-là des femmes enceintes infectées. Juste vous mentionner qu'il existe aussi un registre des infections COVID durant la grossesse avec la collaboration de 10 centres hospitaliers. Et donc, ils ont aussi regardé certaines données et montré les mêmes types de complications. Ces données-là nous montrent aussi, puisqu'ils ont accès aux données médicales, des dossiers médicaux, aussi la fréquence des différents symptômes qui peuvent survenir chez les femmes enceintes. Et entre autres, on y apprenait que la fatigue, puis ensuite la toux, les troubles au niveau de l'odorat et du goût étaient les symptômes les plus fréquents. Ça, c'était pour le fardeau. Maintenant, regardons ce qu'on a de disponible sur la vaccination contre la COVID-19 chez la femme enceinte. Alors, au départ, on avait peu de données disponibles puisque les femmes enceintes avaient été exclues des premiers essais cliniques, comme c'est généralement le cas quand on commence à étudier un nouveau médicament ou un nouveau vaccin. Par exemple, les personnes immunosupprimées, les femmes enceintes ou les enfants ne sont pas d'emblée dans les premiers essais cliniques. On veut d'abord évaluer les caractéristiques du produit examiné dans les adultes ou dans ce cas-ci, il y avait aussi bien sûr des personnes âgées. Par contre, on savait déjà dès le début qu'il n'y a pas de risque connu associé à l'utilisation d'un vaccin non vivant, ce qui est le cas là, pour les vaccins contre la COVID chez les femmes enceintes. On a des exemples comme les vaccins contre la coqueluche, la grippe qui sont utilisés pendant la grossesse. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent avec les vaccins contre la COVID-19, mais on n'avait pas de données spécifiques, d'où les premières recommandations où on dit il n'y en a pas beaucoup de données, il n'y avait pas tant de données à l'époque sur le fardeau supplémentaire, d'où la recommandation à l'époque plus douce, je dirais. On avait aussi dès le début quand même certains signaux des études chez les animaux qui étaient tout à fait rassurants. Là. Il n'y avait pas d'inquiétude, il y avait pu évaluer est-ce qu'il y a une tératogénicité possible. Donc, à la fois pour les vaccins contre la COVID-19 qui utilisaient la technologie avec ARN messager, aussi contre le Zika, qui était très rassurante. Il y a aussi des essais cliniques qui sont encore en cours, donc certaines données préliminaires là, qui ne montrent pas de signaux importants, mais ces études sont toujours en cours, donc d'autres résultats suivront. Au niveau de la réponse immunitaire chez les femmes enceintes, même chose, on n'avait pas de raison de penser qu'elles ne répondraient pas bien au vaccin puis qu'il n'y aurait pas une bonne montée des anticorps et une réelle efficacité clinique, mais tant qu'on n'a pas la donnée, on ne peut pas avoir autant de certitude. Et là, maintenant, on a donc des données qui nous montrent que oui, les femmes enceintes vaccinées ont une belle réponse immunitaire similaire aux femmes non enceintes et qu'en plus, il y a des beaux anticorps qui passent via le sang du cordon, le placenta et même le lait maternel et que, dans le fond, ça pourrait aussi là, protéger le bébé à naître. En efficacité vaccinale, on a au moins 2 études qui proviennent d'Israël qui montraient que la réduction des infections, donc l'efficacité vaccinale, était élevée et du même ordre de grandeur que ce qu'on a vu dans la population générale, autant là, contre la protection contre les infections, même les asymptomatiques ou encore mieux, ce qu'on souhaite le plus, éviter les hospitalisations. Au niveau de la sécurité, oui, il y a des études en cours plus au niveau des compagnies, mais on a des données quand même assez élargies qui nous proviennent des systèmes de surveillance
des effets qui surviennent après la vaccination aux États-Unis, où là, il y a eu, dans le fond, une étude plus spécifique. Il y a bien plus de femmes enceintes qui ont reçu la vaccination là, aux États-Unis, mais ils ont des données plus précises sur 35 000 et ils ont observé qu'il y avait un peu plus de douleurs au site d'injection qui étaient rapportées par les femmes enceintes en comparaison à un groupe de femmes du même âge non enceintes, mais moins de réactions systémiques, donc moins de céphalées, des maux de tête, donc des maux au niveau des muscles, là, des myalgies, de la fièvre, des frissons. Ça, c'était moindre que ce qu'on a pu observer dans la population générale. Ils ont vu aussi que la proportion d'accouchements prématurés était similaire à ce qu'ils observaient avant la COVID. Puis, même chose au niveau des complications périnatales, néonatales, c'était semblable. Ni là, de préoccupations, bref, particulières là, dans la surveillance de la vaccination chez les femmes enceintes dans ce grand système aux États-Unis. Au Québec, on a, en date du 13 décembre 2021, environ 29 000 doses qui ont été administrées à des femmes qui avaient déclaré leur statut de femme enceinte. On sait qu'au départ, on a peut-être sous-estimé un petit peu, surtout avec la recommandation qui était moins forte de recommander la vaccination donc chez les femmes enceintes. Et donc, certaines femmes enceintes avaient, on a compris qu'il y avait certaines qui n'avaient pas nécessairement informer le vaccinateur du fait qu'elle était enceinte. Je pense que dans les derniers mois, c'était pas un enjeu. Puis, donc, on sous-estime peut-être un petit peu. Puis, environ 16 000 premières doses, puis 13 000 deuxième doses et quelques troisième doses inclus là, dans ce chiffre de deuxième dose. Et donc, dans sa plus récente recommandation, le Comité sur l'immunisation du Québec recommande que la vaccination puisse être donnée aux femmes enceintes. Un vaccin à ARN messager est privilégié. C'est pour ces vaccins-là qu'on a le plus de données, tant au niveau de la réponse immunitaire, de l'efficacité que de la sécurité. Puis, on sait aussi là, récemment, donc en décembre, les femmes enceintes font partie des groupes prioritaires pour lesquels une dose de rappel, là, une troisième dose est recommandée 6 mois après la deuxième dose et là même récemment une ouverture à ce que ça puisse être donné 3 mois après la dernière dose dans le contexte de l'arrivée du variant Omicron. Plus individuellement, je dirais, si la femme enceinte souhaite discuter avec un professionnel de la santé de sa propre vaccination, peut-être quelques éléments à considérer, à avoir en tête. Donc, son risque personnel d'exposition, est-ce qu'elle a déjà d'autres enfants qui vont à la garderie, qui vont à l'école, son travail, est-ce qu'elle est travailleuse de la santé sur une unité COVID, ses activités dans la communauté qui peuvent la mettre particulièrement à risque d'être en contact avec le virus versus une situation où ça serait moins le cas. Si aussi elle a d'emblée d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que si malheureusement elle attrape le virus, qu'elle ait des complications ou des formes sévères. Lui mentionner qu'il y a maintenant vraiment des données qui montrent que même si elle n'a pas de facteur de risque, juste le fait d'être enceinte augmente malheureusement les complications possibles là, si elle est infectée. Les avantages potentiels et bien démontrés de la vaccination au niveau de l'efficacité et même du transfert des anticorps au bébé. Puis les données qui continuent à s'accumuler sur la sécurité de la vaccination chez la femme enceinte. C'est certain que pour le groupe des femmes enceintes, on aimerait avoir des millions de données sur la sécurité. De plus en plus, ça s'accumule, ça va encore dans le bon sens. Il n'y a pas de signaux, mais c'est certain que plus on en a, plus on est confiant par rapport à ce groupe-là. Mais pour l'instant, vraiment, c'est bien rassurant. Et dans l'autre côté, beaucoup d'avantages et de bénéfices là, à ne pas attraper la COVID-19 pendant la grossesse. Pour celles qui souhaitent devenir enceintes, même chose, on n'avait pas de données spécifiques au départ, on en a peu encore. Par contre, tous les organismes là, qui se sont prononcés sur la question considèrent que les bénéfices de la vaccination dépassent grandement les risques potentiels qui restent dans le fond plus théoriques chez les femmes qui planifient une grossesse, d'autant plus qu'on a de plus en plus de données qui montrent la sécurité et la bonne efficacité de la vaccination, même durant la grossesse. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude par rapport à celles qui désirent tomber enceinte, de ne pas, par exemple, retarder ni la vaccination, ni son souhait de tomber enceinte pour cette raison-là. Même chose au niveau de l'allaitement. Donc, au départ, on avait bien sûr pas de données. Ces femmes étaient exclues des premiers essais cliniques sur les vaccins contre la COVID-19. Mais il n'y a pas de risque là, connu, particulièrement pour l'ensemble des vaccins non vivants. Puis les premières données au niveau des États-Unis non plus ne montrent pas de signaux. Puis même chose, la recommandation est très forte là,
de recommander chez la femme qui allait cette vaccination. Donc, quelques liens qui vous mèneront directement là, au protocole d'immunisation du Québec où on a cette recommandation-là, qui est aussi donc la norme de pratique en vaccination au Québec. Le question-réponse qui est mis à jour régulièrement sur le site du ministère, toutes sortes de questions auxquelles on tente de répondre du mieux possible, incluant certaines questions au niveau des femmes enceintes. Une capsule d'information disponible là, via le Centre hospitalier Sainte-Justine, puis les différents avis du Comité sur l'immunisation du Québec dont il est question, dans lesquels il est question de la vaccination des femmes enceintes. Et je voulais remercier plusieurs des collègues là, qui ont collaboré à l'élaboration de la première et de cette mise à jour de la présentation de la vaccination COVID-19 chez la femme enceinte, puis plusieurs références aux besoins. Alors, je vous remercie pour votre attention.